est 19 h et c'est l'heure de la grande édition du journal télévisé sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres. À 10 jours du lancement de la campagne, le candidat de la mouvance présidentielle présente son projet pour le septennat 2026-2033, exposant ses grandes orientations en matière de gouvernance, de réforme économique et de sécurité. L'Institut des artisans de justice et de paix, IAJP-CO, lance un appel spécial à l'occasion du 27e anniversaire de Monseigneur Isidore de Souza à travers une conférence de presse tenue à Cotonou. Et puis, à suivre dans ce journal, quelques clarifications sur les critères d'obtention de permis de conduire au Bénin. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, à 10 jours du lancement de la campagne électorale, le candidat de la mouvance présidentielle Romuald Wardani va dévoiler son projet de société intitulé Plus loin ensemble ce samedi 21 mars 2026 au Palais des Congrès de Cotonou. Cette présentation vise à exposer les grandes orientations de gouvernance pour le septennat 2026-2033, notamment la poursuite des projets structurant les réformes socio-économiques et les enjeux sécuritaires. Désigné candidat de la majorité et actuel ministre de l'économie et des finances, Romuald Wardani entend ainsi préciser sa vision et mobiliser les électeurs à l'approche de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. L'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'Oiseau, IAJP-CO, a procédé à travers une conférence de presse au lancement de l'appel spécial de l'IAJP-CO pour les temps à venir à l'occasion de la célébration des 27 ans de décès de Monseigneur Isidore de Souza. C'était le mardi 17 mars au Chant d'Oiseau de Cotonou. Anel Vianney Dou pour le reportage.
Lancement de l'appel spécial de l'IAJPCO pour les temps à venir. C'est l'initiative de l'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'Oiseau, pour la célébration des 27 ans de décès de Monseigneur Isidore de Souza. Homme d'église, intellectuel respecté, acteur du dialogue, Isidore de Souza s'est imposé comme une personnalité centrale lors de la conférence des forces vives de février 1990. 27 ans après son décès, l'héritage reste vivant et mérite d'être sauvegardé. Monseigneur Isidore de Souza ne devrait être une icône de pièce de musée. Il doit être enseigné, valorisé et proposé comme modèle de vie et d'engagement citoyen pour le bien supérieur de la nation béninoise. Notre appel spécial pour les temps à venir s'inscrit dans une dynamique d'appropriation de la pensée de Monseigneur Isidore de Souza sur la démocratie et le bien commun en vue de vivre plus pleinement et fécondement la mystique du semeur. L'appel pour que le Bénin ne sombre dans l'arbitraire, au risque de célébrer le requiem de la démocratie, se présente en 19 pages de littérature nourrissante. Mais plutôt d'une interpellation civique et prophétique, d'une rare densité intellectuelle et morale. Ce document se situe à la confluence de la théologie politique, de la philosophie morale et de l'analyse socio-historique. Son objectif affiché est préventif. Sonner l'alarme face au risque de dérive autoritaire et d'érosion démocratique. Et le leitmotiv, prenons garde à ne pas sombrer dans l'arbitraire, fonctionne comme une antienne solennelle. Une critique ferme, mais non sarcastique. Une œuvre qui sonne comme un rappel des fondamentaux de la démocratie. Un appel qui démontre l'intérêt de l'IAJPCO pour le bien commun. Après 27 ans de la conférence des forces vives de la nation, il urge de faire un point de ce parcours démocratique afin de faire des réajustements si, entre-temps, nous avons quitté les rails. Faire ces réajustements pour que le Bénin puisse vivre. Et il y a un élément essentiel qui a été souligné aussi dans ce beau texte, c'est l'importance d'éduquer les populations à la culture démocratique. Cultivons le dialogue. Ce dialogue qui nous amène à écouter l'autre. Pas l'écouter pour tirer de ce qu'il dit les éléments pour l'abattre. Écoutons-le pour voir dans ce qu'il dit ce qui peut nous éclairer, ce qui peut nous rendre meilleurs. L'appel spécial de l'IAJPCO pour les temps à venir est disponible dans les librairies et au Chant d'Oiseau. Une œuvre qui replonge dans l'héritage laissé par Monseigneur Isidore de Souza, icône du dialogue. Le parti d'opposition Les Démocrates a dénoncé la diffusion de faux messages appelant au boycott de l'élection présidentielle dans un communiqué publié le 18 mars 2026 face à leur circulation sur les réseaux sociaux au Bénin. Selon le parti, ces contenus utilisant frauduleusement son identité visent à induire l'opinion en erreur et semer la confusion à l'approche du scrutin. La formation politique précise qu'aucune consigne officielle de boycott n'a été donnée, tout en appelant militants et citoyens à faire preuve de vigilance et à se référer uniquement à ces canaux officiels dans l'attente d'une position formelle de ces instances dirigeantes.
Le gouvernement béninois, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, a lancé l'application SiraPay le mercredi 18 mars 2026 à Cotonou afin de moderniser et digitaliser les paiements aux postes de péage et de pesage. Destinée aux particuliers et aux entreprises, cette solution numérique permet d'effectuer des paiements dématérialisés pour réduire les files d'attente, fluidifier le trafic et améliorer la gestion des recettes. Selon les autorités, cette initiative s'inscrit dans la volonté de renforcer la traçabilité des transactions, limiter les contacts physiques et accélérer les opérations dans le cadre de la politique de digitalisation de l'administration publique. Invité de l'invité matinal d'Abdelkader Achirou ce mardi 17 mars 2026, l'ancien ministre et membre de l'opposition non partisane Alain Adiou s'est exprimé sur l'actualité politique du pays, notamment celle du parti politique Les Démocrates et son soutien à la candidature de Romuald Wardani. Il a également donné son avis sur la situation que traverse actuellement le parti Les Démocrates, marqué ces derniers jours par la démission de son président, Boni Yahi. On le suit. C'est une traversée du désert, une longue traversée du désert très difficile. Moi, je le pressentais et ça fait mal. Ça fait mal pour les amis qui ont cru, qui ont travaillé à cela, qui ont créé quelque chose pour donner de la vitalité démocratique en animant cette chapelle politique de l'opposition, pour que nous puissions retrouver un peu l'élan démocratique que nous avons trouvé, que nous avons eu depuis 1990. C'est une page qui est en train d'être tournée, mais elle n'est pas définitive. Pour moi, elle n'est pas définitive. L'opposition n'est pas morte, ou du moins, l'opposition telle qu'elle a été vécue disparaît, mais une autre opposition va ressurgir. Une autre opposition va ressurgir, vous en faites partie? Je suis toujours dans l'opposition. Je ne suis pas opposé à M. Patrice Talon parce qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un s'oppose, un individu, une personne s'oppose à un autre individu, une autre personne. Je suis opposé à son régime. Mais pour ceux qui l'ont oublié ou qui ne le savent pas, de 2016 à 2018, j'étais compté parmi les soutiens de Patrice Talon. J'ai fait campagne pour Patrice Talon. On s'est rencontrés en 2015. Nous nous sommes entendus sur un certain nombre de choses à l'extérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant 2 ans, j'ai observé que la primauté a été mise sur, j'allais dire, les biens matériels, sur l'argent, sur le capital financier. Or, je suis convaincu qu'avant le capital financier, il y a le capital humain. Ce sont les deux qui sont bien agencés, quand ils sont bien agencés, qui contribuent à créer les conditions de développement. Mais après, il y a eu beaucoup d'actions sociales qui ont été menées. Pour construire le développement dans un pays. J'ai observé pendant 2 ans que l'allure que prenaient les choses ne me satisfaisait pas. Donc j'ai commencé à regresser, à prendre du recul. Et je suis quand même j'étais quand même compté dans la famille mouvancière, si je peux m'exprimer ainsi, jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020. Et j'ai observé que ça ne changeait pas. C'est une question de conviction, une question de valeur. Pour moi, je suis entré en politique sur la base de mes convictions, sur la base de mes valeurs. Suivons à nouveau Alain Adiou, ancien ministre et membre de l'opposition non partisane, qui s'est aussi prononcé sur les réformes du président Patrice Talon entre 2016 et 2026. Aujourd'hui, on a dû saupoudrer. Okay? On a demandé au Parlement, à tel moment, regardez-nous ça. Ils ont regardé, ils ont fait des propositions, ils ont voté des lois. À un autre moment, une autre lecture, mais ça là qu'on a mis en place, c'est pas bien. Vous êtes conscient du fait que toute réforme forcément dérange les intérêts? Oui, mais c'est pas de ça qu'il est question. Les habitudes. Quand on veut faire des réformes de cette nature-là, on prend le temps, on approfondit. On prend le temps, on approfondit et on fait les réformes de façon sérieuse, à la limite, je dirais, une fois pour toutes, une fois pour de bon. C'est pas ça que nous avons connu. Okay. C'est sur le tard qu'on nous a parlé récemment d'un Sénat. Alors, est-ce que c'est ces réformes-là qui ont conduit les démocrates les réformes politiques dans cette situation? Les réformes politiques et institutionnelles ne sont pas une grande réussite comme elles devraient l'être. D'accord? Maintenant, vous posez la question par rapport aux démocrates. Non. C'est la façon dont l'opposition a été gérée. Parce que les amis, les démocrates, à un moment donné, ont cru qu'ils étaient les seuls ou les plus forts.
Peut-être qu'ils étaient les plus forts en regardant les chiffres. Ils avaient 28 députés. Peut-être qu'ils étaient les plus forts parce que la vraie opposition aujourd'hui, c'est le peuple qui l'incarne. Et ce peuple manque de leaders. Okay? Donc les réformes, le Parti Les Démocrates, à un moment donné, pour moi, a manqué de sagesse, les dirigeants, a manqué de sagesse, a manqué d'humilité. Et leur président, que j'ai rencontré, c'est pas beaucoup, une ou deux fois, en a beaucoup souffert. La dernière fois que je l'ai rencontré, c'était fin août. J'ai déjà constaté un homme affaibli, qui n'arrivait pas à réunir son équipe, à faire entendre raison aux uns et aux autres. Donc il y avait de la cacophonie à l'intérieur, mais déjà à l'intérieur c'était difficile, à l'extérieur, donc tout autour, dans le pays, avec ses relations avec son prédécesseur immédiat, etc. Tout ça a fait que les LD ne pouvaient pas aller beaucoup plus loin. L'obtention du permis de conduire au Bénin est gérée par l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, et passe par une auto-école agréée avec un examen dématérialisé, code et conduite. Le permis est désormais biométrique sécurisé et a une valeur de carte d'identité. Le coût moyen de formation varie entre 50 000 et 150 000 francs CFA. Dans l'élément à suivre, Florent Kounagbe, promoteur et moniteur d'auto-école, fait le point sur des étapes à suivre et faire quelques propositions. C'était lors de l'émission Sur la route du 19 décembre 2025 avec Francis Farami. Suivez plutôt. Étape numéro 1, c'est d'aller d'abord se faire enregistrer dans une auto-école pour la formation. Et c'est pour ça les auto-écoles sont comme à l'instar de toutes les écoles, les centres de formation d'éducation routière. Les auto-écoles font la formation théorique et pratique. Donc il y a une formation théorique où on enseigne le code Rousseau de la route et la conduite. Et c'est là même tout le grand souci également. La formation à la conduite au Bénin, en l'état actuel, on peut dire elle est un peu expéditive parce qu'elle tient compte seulement des manœuvres liées à la maîtrise du volant. Je parle de ce qu'on appelle le circuit des examens, le créneau. Sortir de garage, aller faire demi-tour en 3 temps, revenir faire un contournement, il fait une marche arrière en ligne droite, aller vers l'arrière, revenir à un milieu, là, faire le créneau, et sortir du créneau, aller garer le véhicule au garage. Voilà tout ce qu'on fait actuellement pour obtenir son permis de conduire à la phase pratique. Donc, ça ne garantit pas les connaissances qu'il faut pour une bonne circulation, en fait. Apprendre à conduire, le Bénin n'a pas tenir compte des réalités d'éducation routière pour juste former les gens, préparer les gens à leur donner le titre de circulation, le permis, puisque c'est le permis qui donne le droit d'aller dans la circulation. Oui. Lorsque vous avez le permis, c'est comme vous dites, bon, maintenant, j'aime bien la définition en fond, et donc, le permis, c'est, en français, la chose n'est pas aussi forte, c'est une autorisation. Ça vous donne le droit de circuler. Vous avez le droit de circuler, mais vous ne connaissez pas toutes les règles, tout ce qu'il faut, tout le logiciel qu'il faut pour y aller. Alors qu'avant, et bien avant nos jours d'aujourd'hui, quelqu'un qui doit circuler doit passer longtemps, beaucoup de temps à côté de son maître et acquérir la morale qu'il faut, l'éducation qu'il faut, le savoir-être et le savoir-faire. C'était ça. Je me rappelle d'un monsieur, pour lui faire honneur et hommage, Didier Kounagbe. Il devrait se déplacer et faire 2 ans auprès de quelqu'un pour apprendre à conduire. La sexualité humaine est, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, un aspect central de l'être humain tout au long de la vie et comprend le sexe, les identités et les rôles socialement associés aux gens. Cette même sexualité avec un partenaire non compatible peut avoir des impacts négatifs sur la vie professionnelle d'un homme selon certains. Au micro de Quentin Amoussou, quelques citoyens se sont prononcés. Suivons ensemble. Avant, moi, j'étais un grand cuisinier. Avant, j'avais trouvé la fille. Si vous voyez la fille là, vraiment, mais je l'ai cherchée. On est en train de partir. Il a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois seulement. Le blanc m'a renvoyé. Je suis parti aller faire recherche sur ça. Ils m'ont dit que la fille que j'ai retrouvée, c'est la fille là qui est venue détruire toutes mes affaires. Il y a Laura. Je veux entrer dans le domaine culturel, spirituel, si vous voulez. Voilà. Une femme ou bien un homme qui a l'habitude d'avoir des rapports
n'importe comment, avec n'importe qui, ramasse. Je dis bien ramasse et endosse beaucoup de péripéties. Parce que une femme, le rapport sexuel est sacré. Celle donc tu es en train de sortir, tu ne sais pas de quoi elle est. Avant, les anciens, nos vieux et nos vieux parents, s'ils cherchent des femmes, mais là, elles n'ont qu'un pont. Et ils n'ont qu'un pont. Aujourd'hui, nous les hommes d'aujourd'hui, non. Si on trouve automatiquement, on enlève. On monte sur ça. En temps, autrefois, ce n'est pas le prétendant qui va cotiser sa femme. Il y a beaucoup de rites qui se mènent pour pouvoir contracter un mariage. Et les aînés avaient les sciences et la sagesse qu'il fallait, j'allais dire, pour pouvoir aller à bout de la chose. Mais qu'on me dise que parce que je sois une femme, ou bien une femme à mes côtés souvent, j'ai des blocages, j'ai ceci. Au même moment, tu trouves que tu as des blocages, tu cherches une autre au dehors. Mais comment veux-tu que tu vives tranquillement quand l'autre sait que c'est parce que tu es en train de chercher une autre femme au dehors que tu viens dire que parce que nous sommes ensemble, qu'il y a un blocage. Il n'y a pas de femme qui bloque la route à quelqu'un sur sa vie spirituelle. Si vous allez, vous hommes, vous allez chercher une femme qui est hantée par l'esprit satanique, en fond dit Abikou, il y a plusieurs sortes. Il y a des esprits de malchance. Il y a des esprits où tout ce que vous allez entreprendre, ça va échouer. Après près de 10 ans de mise en œuvre des programmes d'action du gouvernement PAG 1 et 2, l'heure est désormais à l'évaluation et au bilan. Le visage de l'administration béninoise a radicalement changé. C'est aussi la fin de l'ère des bureaux loués. Suivant dans cet élément, Moïse Achille Roussou, directeur de la société immobilière et d'aménagement urbain, qui nous parle de l'efficacité et de l'efficience de la cité ministérielle. La cité ministérielle de Cotonou, achevée, est la première pierre angulaire de cette ambition. La cité ministérielle, c'est 10 bâtiments de type R+5. Donc, ça fait 6 niveaux par bâtiment. 2 ministères vont exploiter un bâtiment à raison de 3 niveaux par ministère. Il a été retenu finalement que 16 ministères aménagent ici. Donc vous avez 16 ministères, à l'exception du ministère de l'économie et des finances, le ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Dans chaque ministère, nous avons le cabinet, nous avons les salles de réunion du cabinet du ministre, les salles de réunion des directions centrales et tout est au point aujourd'hui. Les fonctionnaires travaillent agréablement sur ce site. Depuis 2016, la plupart des projets qui sont conduits ont un volet aménagement paysager assez important parce qu'on s'est inscrit réellement dans la ligne du développement durable orienté l'homme. Et donc, en faisant ce choix également, c'est pour offrir le meilleur cadre de vie, les meilleures conditions de travail à nos fonctionnaires. Ceci devrait améliorer leur productivité. Nous avons le parking qui est également une première au Bénin.
Vous avez un parking en hauteur, donc sur 3 niveaux, rez-de-chaussée plus 2. Ce parking nous permet de prendre environ 500 véhicules. Et le dernier niveau qui sert au food court, qui est un espace réellement qui permet donc d'offrir les commodités, le repas entre midi et 2 au personnel qui travaille ici. Longtemps méconnu et souvent mal compris, le trouble dissociatif de l'identité est une réalité à laquelle certaines personnes, même très jeunes, sont confrontées au quotidien. Derrière ce trouble psychologique complexe se cachent des histoires de vie marquées par des épreuves, mais aussi par une lutte permanente pour se comprendre et se reconstruire. Suivez l'histoire de Fousseni Ousseni, élève en classe de terminale souffrant du trouble dissociatif de l'identité, au micro de nos reporters. Je m'appelle Fousseni Ousseni, je suis élève en classe de terminale et je souffre du trouble dissociatif d'identité. Le trouble dissociatif de l'identité, c'est une maladie psychologique qui se crée et se développe en fonction du traumatisme que l'enfant a vécu au cours de son enfance. Souvent, ça ne se manifeste pas directement à l'âge, comme on dit dans l'enfance, ça atteint l'âge adulte pour se développer en fonction d'un autre traumatisme qui va se présenter à l'âge adulte. Donc, ce trouble-là, c'est un trouble qui crée plusieurs personnalités de façon psychologique dans le cerveau du sujet, du patient. Il peut en avoir plusieurs ou même 2. C'est en fonction de la personne. Dans mon cas, j'ai 9 alters. Les personnalités, on les appelle les alters. Donc moi j'ai 9 alters, plus moi, ça fait 10. Parmi, on a Derek, on a Malik, on a Patrick et plein d'autres. Mais récemment, j'ai fait connaissance d'un nouveau alter qui m'est totalement méconnu. On l'appelle l'alter manipulateur. Personnellement, ça me rend heureux d'avoir ces alters-là, puisque moi, j'ai souvent du mal à me confier, j'ai du mal à parler avec une autre personne humaine comme moi. Donc souvent quand j'ai des soucis ou j'ai des problèmes, je communique plus avec mes alters pour pouvoir avoir des idées, puisque chaque alter a sa personnalité, a son âge, a sa manière de penser. C'est comme avoir plus de 9 humains près de moi. Donc moi j'ai 9 personnalités dans ma tête. C'est une chance. Puisque je ne suis pas sûr là où je suis, si 9 personnes peuvent se regrouper pour m'écouter. Ça m'arrive souvent avec mon trouble dissociatif d'identité, que je me réveille un beau matin et que je me prépare. Souvent je me prépare, je prends mon sac, je prends le petit déjeuner, je mets mon sac et je me dis, bon papa, je ne vais pas à l'école aujourd'hui. Il dit, tu es malade? Je dis, bon, aujourd'hui je ne me sens pas bien. Je dépose mon sac. Par exemple, actuellement, je suis ici avec vous. Ça fait déjà plus de 2 semaines que je ne suis pas allé à l'école. Je suis les TD, tout ça là. Mais le seul fait de rentrer en classe, puisque dans une communauté, chacun a sa manière de penser. Si dans ma salle, des gens ont des pensées que mes autres alters ne kiffent pas, c'est un autre problème. Actuellement, je suis l'alter haute. Donc quand j'ai le contrôle, à 92%, j'ai le contrôle sur le système. Donc quand j'ai le contrôle, aucun autre alter ne se manifeste et dit il va m'empêcher de faire ce que je veux faire. Mais quand l'autre alter aussi veut réagir, je n'ai pas à l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Donc m'exercer avec, par exemple moi, en 3e, j'étais tellement fort en mathématiques que je regroupais pratiquement 2 classes pour les former. Donc aucun alter ne peut me dire de ne pas aider mes autres semblables. Mais quand je travaille et que quelqu'un essaie de m'interrompre ou me dit que ce que tu as écrit là c'est pas juste ou bien telle chose, on ne fait pas ça. Je dépose la craie, je sors de la salle, je rentre chez moi tranquillement. Puisque si un autre alter va prendre le contrôle, c'est une autre histoire. Le persécuteur, lui, il est là juste pour le défensif. À chaque fois, il est sur le défensif. Et si toi, tu vas me provoquer, ce qui va arriver, c'est une autre histoire.
Au début, il n'y a qu'un seul alter deux alters qui me rendaient triste. Il y a l'alter persécuteur et là, il y a l'alter rebelle. L'alter persécuteur, c'est l'alter qui est censé défendre les autres alters. C'est genre le protecteur, mais on ne l'appelle pas le protecteur. On l'appelle l'alter persécuteur. Il est toujours sous le défensif. Quand il est au contrôle, il se bat comme un militaire. Donc quand il voit les autres alters en danger, il est capable de les défendre sans même se blesser. Mais ce qui fait peur, c'est qu'il peut tuer. Maintenant, s'il tue, est-ce que c'est lui qui ira en prison ou bien c'est moi? C'est là le problème. Il y a l'alter rebelle, lui, il aime être indépendant. Il n'aime pas qu'on dise telle personne t'attend, viens faire telle chose. Non. Il m'a amené des fois où à faire des trucs sur mon téléphone maintenant. Il y a des numéros, des personnalités dont je ne sais même pas qui il est. Souvent, je contacte des personnes, on me dit c'est la secrétaire de telle personne. Moi, je ne sais pas c'est qui. Je raccroche directement. Souvent, sur mon ordinateur, j'allume mon ordinateur, je vois des cours en ligne, tout ça. Là, ce n'est pas moi qui ai suivi ces cours, là, ce n'est pas moi qui les ai téléchargés. À vous, mes frères et sœurs, puisque c'est quasiment les femmes qui souffrent plus du trouble dissociatif d'identité, c'est une minuscule de communauté masculine qui souffre du trouble dissociatif d'identité. La majeure partie, la majorité, c'est les femmes. Donc j'aimerais vous dire une chose. Même si vous arrivez chez un psy ou un spécialiste en problème de mentalité, il vous diagnostique, il vous dit que vous souffrez d'un trouble dissociatif d'identité, ne paniquez pas. Ce n'est pas de la folie, vous n'êtes pas fou. Il y a un grand qui m'a dit une chose une fois. C'est récemment, il m'a dit que ce que tu souffres, le problème que tu as là, c'est un don. Donc ne te dis pas que tu es fou. Puisque quand j'ai eu le problème de l'autre alter, je l'ai appelé, je l'ai expliqué, il m'a dit non, tu n'es pas fou, c'est un don. Donc c'est à toi de savoir comment l'utiliser. Donc je vous dis ça aussi. Ne vous dites pas que vous êtes malade, vous êtes fou, tout ça là, non. Sachez, contactez-moi si possible ou contactez un psy qui va vous permettre de vivre avec cette maladie-là au jour le jour. Et ceux-là, je parle là de l'entourage. Je ne peux pas vous empêcher de critiquer. Je ne peux pas vous empêcher de faire des commérages. Je ne peux pas vous empêcher de rendre encore plus malade votre prochain. Puisque au fur et à mesure que vous le critiquez, qu'il est au courant, ça le rend encore plus, ça l'énerve ou ça le rend encore plus malade. Je ne peux pas vous empêcher de faire ça. Mais n'oubliez pas une chose. Peu importe le nombre de fois que tu vas faire du mal à ton prochain, ce mal-là va te revenir un jour. Donc faites attention. Ceux-là qui souffrent de troubles dissociatifs d'identité, leurs parents n'ont pas pris la main et demandé à Dieu de leur donner cette maladie-là, non. Il se pourrait que dans ta famille, que ça sorte. Et là, tu sauras de quoi je parle. Nombreuses sont ces fêtes que nous commémorons chaque année et qui nous rappellent un événement marquant ou une personne. Ainsi, le 8 mars est le jour dédié aux femmes du monde entier. Après la célébration de cette année, certains citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou donnent leur avis sur l'importance de cette fête. Ils sont au micro de Achille Kouenou et Diane Kouago. Dans les anciens temps, au temps de nos grands-parents là, ils prenaient les femmes comme les domestiques. La femme est faite pour la maison. Alors que la femme n'est pas faite pour la maison. Les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Ce que l'homme fait aujourd'hui, la femme aussi est en train de faire ça. Il n'y a pas ce que l'homme va faire aujourd'hui et la femme va dire qu'elle ne peut pas faire. Bon, je ne pense pas. Selon moi, j'ai vu que c'est pour mettre fin à ce genre de choses-là, qu'on célèbre la journée des femmes. Bon, selon moi, c'est un peu ça. Célébrer aussi la femme, parce que la femme, elle a une famille. Elle a un papa, une maman, des frères et sœurs, et pourtant, elle a quitté tout ce monde-là pour un monsieur. Donc, elle ne peut pas être l'objet de brimades, de gifles par-ci par-là. Moi, bon, je suis en train de faire 36 ans de ménage avec ma femme. Je n'ai jamais eu d'enfant en ville et je vis avec elle jusqu'à présent. Donc je n'ai jamais levé la main sur ma femme. Donc
pour tout dire, la femme doit être respectée. La femme est la mère de l'humanité. La femme mérite d'être célébrée parce que c'est elle qui donne la vie. Et comme l'a chanté déjà l'artiste qu'on est, il a dit dans un de ses morceaux que le bon Dieu est une femme parce qu'elle pardonne toujours malgré les bêtises. Donc c'est pour ça que je dis la femme est la mère de l'humanité. La femme, elle est cruciale dans la société. La femme est au premier plan. Elle est en haut, en fait. De toute chose, la femme doit être en haut. La femme, c'est elle qui est la base, en fait. La base de toute chose, c'est la femme. Sans la femme, il y a des choses qu'on ne peut même pas faire. Quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, là, la femme est le berceau de l'humanité, en fait. Parce que sans la femme, on ne peut pas se reproduire, en fait. Je pense que pour la femme se célèbre parce qu'elle a été longtemps marginalisée, qu'elle a été longtemps reléguée au second rang dans nos sociétés, notamment dans la société africaine où on trouve que c'est la femme qui doit s'occuper de son mari, s'occuper des enfants, s'occuper du ménage en général. Donc on trouve que la femme n'a pas droit n'a pas le devoir de jouir de ses droits. Je dis ça comme simplement. Nous avons le devoir de les célébrer. Et c'est pour ça que la communauté internationale a choisi le 8 mars comme pour pouvoir reconnaître à la femme ses droits. Voilà. Les maladies cardiovasculaires désignent un ensemble de troubles qui affectent le cœur. Le rétrécissement des vaisseaux sanguins est une forme courante de maladie cardiaque. Reçue pas heureuse d'annoncer sur l'émission Le Rendez-vous de la nutrition, le professeur Charles-Jérôme Sosa, directeur de nutrition à l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition ANAN, s'est exprimé sur les principales maladies cardiovasculaires. Suivez un extrait de son intervention. Les maladies cardiovasculaires regroupent un ensemble d'affections qui touchent les vaisseaux sanguins et le cœur. Il y en a une multitude, mais pour l'occasion de cette émission, nous allons retenir les principales maladies qui sont au niveau du cerveau. Donc c'est l'accident vasculaire cérébral. Au niveau du cœur, c'est ce qu'on appelle souvent l'attaque. Nous, on appelle ça en langage historique l'infarctus du myocarde. Et au niveau des vaisseaux, on a ce qu'on appelle les artériopathies, les maladies telles que celles qui vont faire réduire la lumière des vaisseaux à travers les dépôts graisseux. Et aussi au niveau des veines, il peut y avoir des caillots de sang qui sont dans les veines ou qui partent des veines pour aller obstruer d'autres vaisseaux au niveau des poumons, on parle d'embolie pulmonaire. Donc voilà un peu quelques maladies cardiovasculaires que nous pouvons retenir. Et puis, hors de nos frontières, à présent, plus de 2 mois après leur nomination, plusieurs ministres du gouvernement ivoirien formés par le président Alassane Ouattara exercent sans décret d'attribution selon des informations publiées le 18 mars 2026. Cette situation qui crée une incertitude sur leurs prérogatives est jugée inédite depuis 2011 et suscite des interrogations sur le fonctionnement de l'exécutif. En attendant la signature de ces actes officiels définissant leur mission, le gouvernement poursuit ses activités dans un contexte présenté comme transitoire, marqué par des ajustements attendus à court terme. Et puis, une dernière actualité pour boucler ce journal, l'Académie Afracad a ouvert les inscriptions au programme CODFIA 2026 dédié au financement du commerce en Afrique avec une date limite fixée au 31 mai 2026 pour les professionnels du secteur bancaire et du commerce international. Cette formation organisée en format hybride entre cours en ligne et sessions en présentiel au Caire vise à renforcer les compétences techniques en financement du commerce dans un contexte marqué par le développement des échanges intra-africains et la mise en œuvre. Des bourses couvrant 50% des frais de scolarité sont prévues pour les premiers candidats retenus afin de faciliter l'accès et soutenir la montée en compétences des acteurs du secteur. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de m'avoir suivi et très belle suite de programme à tous et chacun.